perdu au fond des bois ou sur une île paradisiaque, l'habitat écologique n'en finit pas de s'inventer aux quatre coins de la planète. Nombreux sont les pionniers qui cherchent des solutions pour préserver nos ressources naturelles et permettre au plus grand nombre d'accéder à ces nouveaux habitats aux normes écologiques irréprochables et visionnaires. Quand l'architecture devient plus verte, c'est notre monde qui change. Et c'est tout de suite dans Écologie. Réhabiliter plutôt que détruire. Une démarche durable qui paraît logique, mais qui n'est pas encore une évidence. Partout en France, des friches urbaines laissées à l'abandon risquent d'être rasées au profit de nouvelles constructions pas toujours nécessaires. À Bordeaux, c'est dans le quartier de la Bastide que des bâtiments désaffectés ont retrouvé leur lettre de noblesse. Aujourd'hui rénovés, ils sont un exemple en matière de réhabilitation écologique et proposent un nouveau modèle où lien social et économie durable sont au cœur du projet. Un idéal rendu possible grâce à la volonté d'un jeune entrepreneur et de toute son équipe. Ça coûte moins cher de réhabiliter l'existant que de tout raser, tout dépolluer et reconstruire. Et puis, ça permet aussi de prolonger des endroits où il y a déjà une âme, une histoire, une patine. Et ça aussi, ça a une grande valeur. C'est sur la rive droite de Bordeaux, longée par la Garonne, à 2 pas du tramway et du centre-ville, que ce projet éco-responsable a vu le jour. Construits en 1850, ces bâtiments serviront d'entrepôt avant de devenir dès 1870 une caserne militaire. Philippe Barre est chef d'entreprise. Ce publicitaire a l'idée d'un nouveau mode de vie en pleine ville, où bureaux, espaces verts et cultures urbaines font bon ménage. Cet écosystème s'appelle Darwin, en référence à cette volonté de s'adapter à la transition écologique et au changement climatique. Mais la réhabilitation écologique est-elle vraiment possible et économiquement intéressante? Comment impliquer les occupants dans la vie du bâtiment? Comment créer une véritable dynamique économique et créative entre les différentes entreprises et associations? Dès le départ, Darwin, ça a été un projet d'hybridation. C'est l'idée qu'une autre ville est possible. En tant que chef d'entreprise, quand j'ai commencé à réfléchir à un lieu qu'on pouvait partager avec d'autres entreprises, d'autres organisations, très vite, c'était une évidence qu'on n'avait pas envie de se retrouver dans un énième centre d'affaires. L'envie a été très forte dès le départ de pouvoir croiser sur notre lieu des artistes, du public qui vient voir des expos, manger un bout dans notre petit snack. Tout a été mis en œuvre pour faciliter la vie des occupants et créer une vie de quartier pour les habitants. On retrouve sur le site une épicerie bio, un restaurant et une conciergerie pour le confort personnel des employés qui offrent des services comme la gestion du courrier ou des gardes d'enfants. Mais aussi de nombreuses associations ouvertes au grand public. Un atelier de réparation de vélos, un jardin potager et divers lieux sportifs pour le plus grand bonheur des Bordelais. 2 fois par semaine, Dominique accompagne son fils Lucas faire de la trottinette sur l'une des nombreuses installations mises à la disposition du public. Moi je travaille à côté, donc c'est pratique après le travail de venir ici, et même des fois entre midi et 2. Déjà c'est bénéfique pour le quartier, parce que le quartier Rive Droite c'était un quartier il y a très longtemps qui était un peu délaissé. Donc ça donne du dynamisme au quartier, ça donne du dynamisme
à la ville de Bordeaux. De plus en plus de personnes, je pense, peuvent venir ici, sur cette structure qui est très bien pensée, je trouve, et qui est la réhabilitation des anciens locaux et à mon avis, super bien faite et de façon assez optimum. L'écosystème de Darwin repose sur une bonne performance énergétique et de nombreuses installations permettant d'économiser les ressources. Pour veiller à la bonne marche de tout cela, Jean-Marc Gansil supervise le développement durable. La réhabilitation écologique, c'est non seulement possible, mais c'est nécessaire. On a fait la preuve ici qu'il était possible d'atteindre des niveaux de performance énergétique là où on n'aurait jamais pensé pouvoir les atteindre. Toute l'énergie qu'il aurait fallu entreprendre et déployer pour déplacer des matériaux, les créer, les mettre en œuvre ici, on les a économisés. Et ça, c'est l'enjeu du XXIe siècle, c'est faire en sorte que le parc actuel atteigne des niveaux de performance beaucoup plus élevés et ne plus construire neuf des bâtiments dont on n'a pas forcément besoin. Pour tenir ces objectifs, l'utilisation de matériaux existants s'avère être un réel avantage. Pour nous, c'était essentiel d'être les plus économes possibles en ressources, en matériaux, et d'être dans une démarche basse technologie, low-tech. Rénover simplement en récupérant le maximum de matériaux possibles et en faisant en sorte que ce bâtiment retrouve son lustre d'antan. On a vraiment voulu tirer parti au maximum de l'inertie, c'est-à-dire la possibilité qu'a le bâtiment de conserver soit le froid pendant l'été, soit le chaud pendant l'hiver, en maintenant ces murs et surtout ne les isolant pas, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Alors ça, au départ, peu de gens y ont cru, et finalement, nos aïeux ont très bien conçu ces bâtiments, 60 cm de pierre de taille, ça marche très bien. Seul le toit a été réisolé avec de la laine de bois et des récupérateurs d'eau pluviale y ont été installés. Ils permettent de fournir en eau les sanitaires et font économiser plusieurs centaines de mètres cubes d'eau potable chaque mois. Tout cela sans compter sur quelques inventions plutôt étonnantes. Les LED qui s'allument et qui parcourent ces planches en bois sont connectés à notre système centralisé de mesure de la consommation du bâtiment et chaque ray de lumière correspond à 1 kWh d'électricité ou de chauffage qui est consommé dans le bâtiment. Comme ça, les occupants du lieu, en fonction de cette fréquence et cette vitesse, se disent « Ouh là là, on consomme un peu trop, il va falloir faire gaffe ». Voilà, c'est un signal. C'est la seule grosse intervention structurelle qu'on ait fait sur ce bâtiment. Il y avait un plancher précédemment, ce plancher a été cassé et on a créé ce puits de jour, de lumière qui permet d'apporter au cœur du bâtiment plus de luminosité. Avec ces ouvrants qu'on peut ouvrir donc pendant l'été notamment, on décharge les calories en surplus. C'est une ventilation tout à fait naturelle qui évite de consommer de l'énergie, de telle sorte qu'on peut aujourd'hui se passer de clim dans ce bâtiment. On a fait ce choix un peu radical, alors que dans les bureaux, généralement, il y a toujours un peu de clim. Ici, le confort d'été est assuré par l'aération naturelle. La montée des villes en hauteur, sous prétexte de densification, est un petit peu parfois une escroquerie. On croit vraiment avec force ici qu'il y a une autre façon de densifier qui est la mutualisation et l'optimisation de l'espace. Moi par exemple, j'ai pas de bureau. Et quand j'ai besoin de me poser sur un bureau, ça peut être dans un bureau dans les espaces de coworking, mais ça peut être dans une salle de réunion qui n'est pas occupée à ce moment-là, ça peut être au magasin général, le bistrot réfectoire. Et on est plusieurs à partager cette manière de faire qui fait que on a moins de salles de réunion que si chaque boîte avait la sienne. Les associations partagent les ateliers, partagent les outils, partagent plein de choses. Et ce rapport qui est de passer de la possession à l'usage, il doit se faire aussi au niveau des bâtiments. Eh bien, on arrive à construire moins. Donc, on fait des économies financières et on fait des économies spatiales et on fait des économies de ressources. Donc ici, par exemple, au centre de ce plateau, on a des salles de réunion mutualisées. Et ça libère des surfaces utiles ailleurs pour des postes de travail. Pour faire partie de cette pépinière, les 40 jeunes entreprises sélectionnées doivent totalement adhérer aux consignes de Darwin. Quand on a décidé de s'installer à Darwin Écosystème, on était à la recherche de lieux. Et les autres lieux que nous avions identifiés étaient juste des bureaux
Et j'ai envie de dire, et c'est tout. Et ici, c'est vrai qu'on a non seulement des bureaux, mais également les différents services écologiques qui correspondent à ce que nous cherchions, tri des déchets, mais également café durable, ce genre de choses. Et bien au-delà de ça, la motivation de tous de rentrer dans un écosystème, c'est-à-dire les uns et les autres devenir clients ou fournisseurs des autres locataires du lieu. Donc en plus du bien-être que procure ce type d'habitat et ce type de mobilier, on a également le bien-être social qui est très favorable au développement économique, c'est certain. Ce qui diffère, c'est l'ambiance. Clairement. C'est vrai que la plupart des autres endroits où j'ai travaillé, c'était plus des lieux où il n'y avait pas vraiment d'âme. On vient, on travaille, on repart. Là, on vient, on travaille ensemble, on fait des pauses déjeuner, soit sur les canapés, soit dehors. Il y a la Garonne juste à côté, c'est pas négligeable. Le jardin botanique aussi. La réhabilitation écologique des bâtiments a été accompagnée d'une véritable sensibilisation des occupants. Dès leur arrivée, chaque employé est informé sur le fonctionnement du lieu et doit respecter des règles précises d'occupation environnementale. Pour s'adapter totalement à l'ère du temps, un site internet a même été créé. Chaque occupant peut se connecter pour suivre sa consommation énergétique et même ses émissions de CO2 en fonction de son mode de transport. Mais le site a également un but pédagogique dans l'incitation au recyclage des déchets. Alors, il est très important de donner les capacités aux gens de faire les bons gestes de tri, donc d'identifier tous les flux de matière possibles. On a notamment jusqu'à un seau à compost qui nous permet d'évacuer les restes de repas dans les composteurs qui sont au niveau de la ferme urbaine. Voilà. Et puis tout le reste, verre, déchets papier, bouteilles plastiques, canettes métal, sont triés systématiquement. Alors l'objectif, c'est de revaloriser ces déchets récupérés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place des outils et des moyens pour amener auprès des utilisateurs du site, donc 350 à 400 personnes, des moyens de bien trier leurs déchets, pour leur redonner une nouvelle vie. Et aujourd'hui, 90% des déchets qui sont sur le site Darwin, générés par le tertiaire, sont revalorisés. Si on met par exemple une corbeille à 20 mètres d'un poste de travail, la personne aura tendance à ne pas faire son tri. Donc elle mettra tout dans la corbeille qui est la plus proche. Et c'est véritablement ce qu'on a fait nous, sur le site, de multiplier les points d'apport, aussi bien sur les espaces partagés que sur les bureaux, pour que les gens aient une solution tout proche d'eux. Ce qui consomme le plus d'énergie dans le recyclage est le transport. Pour éviter ce coût supplémentaire, la centrale de tri est située à seulement 300 mètres de Darwin. Chaque type de déchet y est trié pour valoriser un maximum de matière. Par exemple, le papier sera séparé en 7 catégories différentes, du prospectus au papier de bureau de qualité. Pour que les gens aillent dans une dynamique, il faut leur montrer ce qu'on va faire de leurs déchets. C'est-à-dire qu'il faut communiquer sur la transparence de filière et tout ça va apporter une certaine sincérité de notre action. Et on pousse une information aux dirigeants de Darwin pour donner toutes les filières de valorisation des déchets du site. Parmi tous les éléments mis en place pour réduire la consommation énergétique du bâtiment, un effort tout particulier a été fait sur l'électricité et notamment l'éclairage des bureaux. Alors là, on a le central de pilotage de la lumière. On a voulu absolument faire en sorte qu'il n'y ait pas de lumière dans les bureaux la nuit. Et donc, à partir de 21 h, les lumières s'éteignent quoi qu'il arrive, mais on a la possibilité de réenclencher pour une durée déterminée, et ensuite ça serait éteint et ainsi de suite. 100% de l'électricité qui alimente Darwin est fournie par une coopérative d'énergie renouvelable qui se fournit auprès de petits producteurs d'énergie hydroélectrique, éolien, solaire. Tout ça alimente notre site à hauteur de notre consommation. Voilà. Donc plus de nucléaire à Darwin.
Toujours dans un souci de développement durable, l'ensemble du mobilier de Darwin a été fabriqué selon les principes de l'upcycling. Tout le bois provient de récupération aux alentours et a pu trouver une deuxième vie dans cet atelier. L'upcycling, la définition, elle est large. C'est cette idée qu'il y a la possibilité dans nos sociétés aujourd'hui de réutiliser des objets qui ont déjà eu une ou deux, voire trois vies, pour les réemployer et les réinjecter sous d'autres formes dans notre quotidien. Ce style épuré, cette forme un peu forte qu'on trouve sur les objets, elle est liée à ces notions d'économie. C'est une économie de moyens, mais c'est aussi une économie dans la façon de dessiner les choses. C'est que on pense par exemple que faire des pieds courbes dans un panneau, dans un bout de bois, ça n'a pas de sens parce que ça génère beaucoup de chutes. Donc on va avoir tendance à travailler des formes simples, des formes linéaires. On a une idée en tête, on a un croquis dans un coin de cahier et on va générer une forme parce que les bois qu'on travaille, qui sont différents à chaque fois parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent, parce que des fois c'est une charpente d'une école, des fois c'est un bout de bois qui servait à faire un bateau ou je ne sais quoi. Le bout de bois qu'on a entre les mains va dicter la forme de l'objet à l'arrivée. Ça va? Allez. Ça, c'est une banquette qu'on a fabriquée pour le magasin général. Le bois vient du chantier naval Nicolas, juste à côté. C'est un bois exotique dont il ne se servait pas pour des raisons techniques liées à leur chantier. C'est du bois déclassé. En voyant le bois de ce beau bois exotique, on s'est dit il faut en faire quelque chose, une banquette ou une assise, parce que c'est un bois qu'on a envie de mettre en avant. C'est un beau bois. C'est presque les planches qui ont dicté la façon dont on allait s'en servir. Plutôt que d'effacer les traces du passé et d'essayer de créer un design qui correspondrait à un dessin qu'on aurait fait sur un cahier, on préfère utiliser les défauts de la matière, ses accidents et son histoire pour l'intégrer au mobilier. Donc là, vous avez la trace d'une découpe de la charpente qui est encore sur la table, qui gêne pas forcément à l'usage, mais qui donne toute l'histoire de l'objet et qui fait comprendre aux gens que ça vient d'ailleurs. On a des dizaines d'associations, de collectifs, des individus qui ont des projets alternatifs, écolos, sportifs, culturels, artistiques, et qui peuvent les exprimer en proximité avec nous et en créant et en tissant du lien avec le quartier. Camille Florent incarne parfaitement ce lien entre Darwin et les quartiers alentours. Il s'occupe de la ferme urbaine, l'une des associations présentes sur le site. Elle permet d'expérimenter une nouvelle manière de produire en ville, sur de petites surfaces et selon les principes de la permaculture. Mais c'est avant tout un jardin public où les Bordelais sont les bienvenus chaque jour. Au même titre qu'à la campagne, l'agriculture, elle fournit des paysages. Et pourquoi l'agriculture, elle fournirait pas aussi du paysage à des citadins? Mais il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, qui viennent à notre rencontre, qui discutent, qui ont besoin de comprendre ce qu'on fait, qui ont besoin de conseils éventuellement, et qui sont très curieux et toujours beaucoup d'encouragement. C'était la première collaboration avec le skatepark. D'utiliser les eaux pluviales du toit du skatepark pour arroser le jardin. Ce sillon amène l'eau pluviale par gravité dans ce bassin qui fait 7 mètres cubes, qui représente à peu près notre besoin d'arrosage en d'une semaine en été, quoi. L'association de Camille a également reçu l'aide de la commune de Bordeaux, très impliquée dans son projet. Le jardin, il a profité des services techniques de la mairie, puisqu'on s'est fait livrer
un camion de terre qui est assez pauvre et un camion de BRF. Le BRF, c'est le bois raméal fragmenté, c'est des déchets de taille d'arbres en ville, qui nous permet de recouvrir notre sol et de le protéger et par la décomposition du bois en surface du sol, d'amender le sol et de nourrir les cultures. Dernière recrue de la ferme urbaine, les poules. On en retrouve une dizaine sur le site. Un plaisir pour les passants, mais également une véritable utilité pour le jardin. Là, ça nous coûte rien puisqu'on importe le pain du restaurant, le pain rassis, qu'on redonne aux animaux. Les animaux nous donnent des œufs et du fumier. Et voilà, c'est très bien comme ça. Autre entreprise à bénéficier de l'engouement des Bordelais pour ce lieu de culture urbaine, l'Étincelle, un atelier consacré à la réparation de vélos. On touche un public qui est vraiment très important, c'est-à-dire que ici le fait aussi qu'ils aient ouvert le magasin général, c'est-à-dire le restaurant, ça draine vraiment un public. Ici, samedi, dimanche, il y a 300 couverts. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un générateur de flux très important. Ils ont estimé qu'à peu près 1500 personnes par jour en fait qui transitent sur ce site. Le fait qu'il y ait cette mixité d'activités, ça va toucher des gens différents. On est au milieu de l'allée centrale. Enfin, je veux dire, vraiment, en termes de visibilité sur le lancement d'un projet comme le nôtre, c'est vrai que c'était extraordinaire. Matériellement, ils nous ont mis à disposition de l'espace et ils nous ont mis à disposition tout le matériel qu'on a pu trouver ici. On mutualise, on s'entraide et quand on est arrivé ici, on s'est retrouvé à 10 à nettoyer parce que tout d'un coup, tout le monde est venu nous filer un coup de main pour vider, nettoyer. Donc voilà, on n'était pas, entre guillemets, deux types un peu paumés dans leur coin. Non, tout de suite, on bénéficiait de cette émulation, de cette dynamique. Et ça, c'est quand même très positif sur un lancement de projet. Et on a bénéficié de cette énergie-là, quoi. Souvent, c'est « Ah, mais je savais pas qu'il y avait ça à Bordeaux ». Donc, oui, c'est de l'étonnement, c'est de la surprise, et en même temps, on voit qu'il y a le sourire qui est sur les lèvres. Il y a toutes les générations qui se croisent ici, y compris ceux qui reviennent parce qu'ils ont fait leur service militaire à la caserne Niel, et qui ont un peu les yeux brillants, à la fois de nostalgie et qui sont heureux de voir qu'on redonne une vie, et ça fait du bien. Moi, je suis un ancien sous-officier du service de génie. Je me suis occupé, bien sûr, de l'entretien des casernes pendant de longues années, dans les années 1999, et les casernes ont fermé parce que ça me dépasse un petit peu, pourquoi. Mais je pense que c'est à ce moment-là, donc dès l'instant où les casernes ont été vides, forcément elles ont été squattées et elles ont été pillées. Voilà. Donc c'est devenu rapidement une friche, un lieu, un non-lieu. Cette réhabilitation est magnifique dans la mesure où le bâtiment principal donc, a été rénové d'une manière extraordinaire, dans la mesure où on a enlevé tous les crépis qui lissaient les murs d'une manière militaire, je peux dire, et on a retrouvé effectivement la pierre de taille dessous avec les joints. Donc c'est quelque chose de magnifique. Réhabiliter un lieu demande bien entendu de veiller à préserver le bâti existant tout en privilégiant l'utilisation de nouvelles technologies pour lui permettre de passer les années. Darwin inspire et prouve que dans nos villes, de nombreux terrains abandonnés peuvent devenir de nouveaux lieux d'habitation ou de partage, aussi modernes qu'exemplaires. Il y a des fois, je m'arrête sur des enfants qui vont être en train de vivre une expérience à Darwin, et je suis assez contemplatif de la scène, et ça me fait du bien. Et ça me nourrit certainement quotidiennement de voir ce genre de choses ici à Darwin. Mais c'est loin d'être terminé parce que c'est un processus. Et j'espère qu'il ne s'arrêtera jamais, pas au sens que
On va être expansionniste, c'est pas l'idée. J'espère que l'idée sera expansionniste et que d'autres s'en empareront pour ailleurs, etc. Mais en tout cas, même sur ce qui semble être fini aujourd'hui, il faut le réinventer pour demain. Et je pense que en tout cas moi c'est ce qui me tient, c'est que c'est jamais terminé.